Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission autour de la prévention. Vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions car cette émission elle est interactive et nous y répondrons à la fin de l'émission. Alors que la barre des 4 millions de morts est quasi franchie dans le monde avec la Covid-19, la Covid-19 pourrait aussi marquer un tournant, celui de la prévention et celui de la prise de conscience qu'une meilleure prévention, en particulier des maladies chroniques, est devenue une urgence. Dans un éditorial du 26 septembre dernier, Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, a par exemple considéré l'épidémie de Covid-19 non plus comme une pandémie, mais comme une syndémie, c'est-à-dire la rencontre entre une maladie virale, ce fameux SARS-CoV-2, et un ensemble de pathologies chroniques telles que l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires ou encore le cancer. Dès lors, tout ce qui améliore notre état de santé global nous aidera à lutter contre les menaces connues ou à venir et encore inconnues, faisant de la prévention un enjeu majeur à prendre en considération. Il n'y a qu'à regarder les chiffres actuels de comorbidité. Les patients les plus graves en réanimation sont des patients avec des comorbidités dont un bon nombre aurait pu être prévenus. En 2017, d'ailleurs, de meilleures interventions de prévention et du système de soins auraient pu éviter plus de 3 millions de décès dans les pays de l'OCDE, soit un quart du nombre total des décès. Là aussi, la prévention aurait pu par la prévention primaire ou par la prévention grâce au diagnostic plus précoce, aurait pu épargner de nombreuses vies humaines, notamment dans le domaine cardiovasculaire ou dans le domaine du cancer. Mais cette prévention, elle est difficile. Tout le monde s'accorde à dire que l'absence de caractère palpable, l'absence de caractère mesurable et quantifiable est une difficulté, et notamment une difficulté pour mesurer les progrès accomplis. Les conseils d'hygiène sont souvent larges, l'efficacité à moyen ou à long terme est difficile à évaluer. Et cette prise de conscience de sa mauvaise santé est souvent malheureusement tardive après l'apparition de la maladie. Pourtant, l'appétence du grand public, on l'a vu là encore avec la crise Covid, envers les diagnostics in vitro, la fameuse PCR, cette appétence, elle est importante. On a vu le rôle prééminent du diagnostic in vitro. Comment mieux utiliser justement ces diagnostics in vitro, comment mieux utiliser la biologie pour améliorer la santé de la population de manière préventive, comment dépister les plus fragiles, palper un risque et en mesurer l'évolution et finalement passer d'une notion abstraite à des données quantifiables. C'est l'objet de cette émission. Merci aux nombreux médecins généralistes qui nous regardent car vous êtes le premier élément et le premier prescripteur de ces diagnostics in vitro. Nous avons intitulé cette émission « Tester sa santé, une priorité individuelle et de santé publique ». Quels examens de prévention prescrire à nos patients dans le fameux monde d'après? Pour nous y aider à y voir plus clair, nos experts aujourd'hui avec Marc Oswald, président de Roche Diagnostic France, Roche Diagnostic, un des leaders du diagnostic in vitro, Frédéric Bizard à ma droite, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé et président de l'Institut Santé, le docteur Christophe de Gégère, médecin qui a fait de la physiologie, de la sénescence, du vieillissement et de l'âge, sa spécialité depuis plus de 30 ans, et vous dirigez l'Institut de prévention santé longévité, ainsi que la Société française de médecine et physiologie de la longévité. Le docteur Jennifer Franco, médecin généraliste en région parisienne, vous serez la voix de terrain et de la pratique de médecine de premier recours. Et enfin, Laurent Cabeyère, pharmacien, biologiste médical, directeur de la communication de Biogroupe, qui est aujourd'hui le premier groupe de biologie médicale en France et le premier groupe de biologistes libéraux indépendants. Un chiffre impressionnant. Vous prenez en charge chaque jour 75 000 patients dans votre réseau. Bonjour à tous et merci de votre présence. Je voudrais démarrer cette émission avec Marc Oswald qui est en duplex avec nous, avec une question simple. Vous êtes à l'origine de cette table ronde autour de la prévention. Pourquoi Roche Diagnostic a souhaité cette émission et ce thème, allez, j'allais dire en sortie, on n'est pas tout à fait sorti du Covid-19, mais en tout cas à un moment, un an et demi après le Covid-19 et le début de cette pandémie. Oui, merci pour cette question. Et pour les patients, agir aujourd'hui et pour demain, ça c'est le slogan de Roche. Ça c'est notre mission et si vous me permettez l'anglicisme, doing now what patients need next. C'est vraiment notre ADN. Cela veut dire cette notion de anticipation, de innovation
depuis 125 ans en œuvre là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je crois que cette émission aujourd'hui, c'est vraiment très pertinente à ce que nous faisons au quotidien. Et aussi, si on regarde le parcours du patient, n'est-ce pas, la prévention, c'est tout au début de ce qui se passe. Sans cela, beaucoup des autres choses qui suivent deviennent de plus en plus difficiles et le traitement, bien sûr, sans diagnostic, ça ne marche pas. J'aimerais bien aussi prendre un petit moment de recul pour nous tous, pour se rendre compte de nouveau, nous vivons des temps exceptionnels, vraiment exceptionnels. C'est peut-être dans les 3 ou 4 générations qu'on peut vivre une pandémie comme ça. Et c'est aussi un moment où nous, comme Roche, nous avons une prise de conscience autour du diagnostic in vitro. C'était mis à la lumière pendant cette pandémie. Moi, avec mes collègues aussi dans le secteur, on a toujours dit nous avons seulement un concurrent, c'est le virus. C'est pas vraiment maintenant le débat, comment on gère le business, mais c'est vraiment la lutte contre le virus qui a déterminé tout. Et je crois que cette prise de conscience, et maintenant on est peut-être déjà un petit peu à la sortie de cette pandémie, on ne sait pas exactement, mais c'est un moment où il faut tirer des leçons, n'est-ce pas, où il faut tirer des renseignements. Et c'est pour cela que, voilà, pour la prévention, il y a des bels exemples, je crois, même pendant la pandémie, où en France, avec le remboursement, par exemple, pour l'HPV, voilà, tout a changé. Là aussi, il y avait des opportunités pour éviter que des femmes soient atteintes de ce virus de col de l'utérus. Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on va parler aujourd'hui, j'imagine, mais c'était vraiment un moment l'année dernière où on a vu aussi la concurrence des maladies. Et c'est là où ces choix difficiles, je crois, on peut les éviter si on dépense plus de temps et plus de l'énergie déjà avec la prévention. Dernier exemple, peut-être de mon côté, si on regarde les maladies neurodégénératives, on sait aujourd'hui que déjà 15 ans avant l'arrivée des premières plaques, par exemple, en cerveau, on peut détecter avec les biomarqueurs dédiés voilà, cette maladie et on peut agir plus rapidement là-dessus. Donc, l'importance de ce sujet de prévention, pour moi, c'est vraiment évident et je nous souhaite tous une belle émission et une belle discussion après. Merci Marc de cette introduction et de cette prise de conscience, comme vous le dites, autour de la prévention. Frédéric Bizard, j'aimerais vous poser une question toute bête. Cette crise, elle est juste le révélateur de dysfonctionnement de la prévention, dysfonctionnement du système curatif. Comment vous avez une lecture de 1 an et demi après de cette crise Covid ? Vous avez parlé de l'Institut de santé, on l'a créé il y a 3 ans et cet institut il a pour but de refonder le système. Donc ça veut dire que cette crise ne nous a pas appris que notre système de santé est un système de soins qui se préoccupe principalement des gens malades et qui se préoccupe assez peu de protéger la population avec une approche populationnelle et une approche préventive sur le système. Donc, très honnêtement, il nous a pas appris grand-chose. En revanche, si on en tire les leçons, ça peut être un accélérateur de l'histoire. Donc, ça peut être véritablement le virage qui est très dur à prendre parce que, une fois, vous voyez, la France se considérait comme ayant le meilleur système de santé au monde, en tout cas ceux qui nous dirigent et ceux qui regardent pas trop un petit peu sous la couverture ce qui se passe réellement. On a un système qui est dans une crise profonde depuis 10 ans. Mais enfin, vous aviez un discours général qui était quand même très, très fort sur notre système de santé. Donc, je crois que ça, c'est un enseignement intéressant. Et c'est un vrai problème culturel, si vous voulez. Cette crise nous a appris que la santé, il y avait une dimension régalienne dans la santé. Quand il y a un risque santé au sein de la population, c'est un risque sur les libertés individuelles, c'est un risque sur la sécurité des personnes. Ça, c'est pas du tout l'approche santé que l'on a
depuis 70 ans. Donc ça, c'est la première chose. Donc avoir une évolution culturelle par rapport à la santé. La santé, c'est un bien économique. On l'a vu, quand il y a un risque sur la santé, c'est toute l'économie qui est en péril. Donc c'est vraiment un changement d'approche. Après, il y a ce que vous avez appelé à juste titre la syndémie, c'est qu'on s'aperçoit que tout d'un coup, on a en fait une population qui certes est bien prise en charge en termes de soins, même s'il y a beaucoup de choses à redire, mais que globalement, si on en a vu les limites aussi de ce système. Mais par contre, on a vu qu'il y a une population très fragile dès qu'il y a un risque pandémique, parce que si vous regardez les 10 pays qui ont été les plus touchés, vous avez 8 pays riches et 2 pays émergents. Donc en fait, ces pays riches qui estiment avoir un système de soins solide ont en fait une population relativement fragile, parce que justement, ils n'ont qu'une vision de la santé par « je traite la pathologie ». Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement profond qu'il faut changer, et donc c'est une refonte systémique, mais avec un vrai changement politique d'approche de la santé. Je pense qu'on y reviendra. Juste quelques chiffres. 98% des dépenses de santé au sens large sont des dépenses de soins. Ça veut dire qu'il reste 2% pour la prévention, c'est ça? Il reste 2%. Et encore, qu'est-ce qu'on entend par prévention? Alors, vous avez, qu'est-ce qui est mis c'est-à-dire ce qu'on appelle la prévention institutionnelle, c'est-à-dire la prévention en dehors de la consommation de soins et de biens médicaux. C'est la prévention collective, c'est la santé au travail, c'est la santé scolaire. Vous savez qu'en 2010, ces dépenses-là étaient de 5 milliards 800 millions. En 2020, nous sommes à 5 milliards 850 millions. C'est-à-dire qu'on désinvestit en euros constants sur ce poste-là, alors qu'on sait que les dépenses de santé augmentent de 5 à 3. Et puis, il y a un autre groupe de dépenses liées à la prévention qui, pour le coup, est intégré dans ce qu'on appelle la consommation de soins et de biens médicaux, donc qui sont remboursés par l'assurance maladie. Le premier groupe est remboursé principalement par l'État et par le secteur privé. Le deuxième, par l'assurance maladie. C'est ce qui intéresse notamment des groupes comme Roche, qui sont les remboursements de tests diagnostiques, entre autres. Et ça, c'est 9,9 milliards. C'est 9,1 milliards aujourd'hui, c'était 9,9 milliards en 2010. Donc là aussi, vous voyez que pour des raisons d'économie, parce qu'on maîtrise mal le soin, et on revient très exactement à ce qui se passe là. C'est-à-dire que comme on a un flux entrant de patients chroniques qui s'accélère d'année en année, du fait du vieillissement de la population, et du fait qu'on arrive mieux à soigner les gens, donc les gens vivent plus longtemps, même quand ils sont malades, en fait, on est sur des économies au rabot, sur du rationnement sur le soin. Ça serait un argument, justement, pour pouvoir faire plus de prévention. Plus on a de maladies chroniques, plus on devrait faire de la prévention. Maintenant, ce qui est extrêmement difficile, il y a l'aspect culturel qui est difficile à changer. Donc là, il faut, à toutes les strates de la société, il faut changer ça. Mais ce qui est difficile, c'est économiquement aussi, parce que vous êtes obligé de continuer à rembourser tous les soins qui existent. Et donc, comment est-ce que vous faites la bascule d'une partie de la dépense qui était en aval sur les soins en amont? Je vous donnerai la solution tout à l'heure. Ça va s'aggraver avec la crise Covid ou pas? On change voit un déficit projeté de 31 milliards de la branche de l'assurance maladie. Vous savez, mais alors, et dernier point, parce que je ne veux pas monopoliser la discussion, mais la France souffre de 3 maux qui sont caractéristiques de l'absence de politique en amont du risque, qu'on appelle prévention ou de maintien en bonne santé. Nous avons si on prend les pays de l'Europe, nous sommes parmi les pays européens avec le plus haut niveau d'inégalité de santé, inégalité sociale de santé. Nous sommes le pays avec une des mortalités évitables la plus élevée. Et dernière chose, nous sommes un des pays avec l'espérance de vie sans incapacité. Nous sommes dans la moyenne. Donc nous sommes pas bons sur ces trois indicateurs qui sont typiquement des indicateurs de résultats d'une politique plus ou moins active en amont du risque, c'est-à-dire de prévention. On a l'impression qu'on court après et qu'on ne fait que courir encore plus vite. On y reviendra tout à l'heure dans les solutions notamment. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions de la part de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent et qui, eux, sont en première ligne sur la prévention. Alors, quelqu'un qui est en première ligne sur la prévention, c'est Christophe de Gégère, puisque vous êtes physiologiste de formation, mais vous avez monté l'Institut de prévention de la longévité. Vous, la prévention, c'est votre métier, mais j'allais dire c'est une prévention un peu d'exception. Racontez-nous en quelques mots l'Institut de prévention de la longévité. Qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse? D'abord, un mot de sémantique, parce qu'on souffre de troubles de cette sémantique. Prévention primaire, c'est comment faire pour ne pas être malade. Prévention secondaire, c'est du dépistage. Or, aujourd'hui, les gens, quand ils parlent de prévention, ils pensent dépistage. Mais c'est déjà trop tard. La maladie est déjà présente, a déjà évolué. Nous, en tant que physiologistes de la longévité, c'est la sénescence qui nous intéresse. Et la sénescence, elle est présente dès l'âge de 20 ans. C'est un phénomène physiologique qui progressivement
va s'aggraver, va fragiliser l'organisme et qui va permettre l'émergence des pathologies qu'il faudra dépister le plus tôt possible pour les rendre plus facilement traitables et qu'il y ait moins de conséquences. Donc vous êtes très en amont, c'est ça, avec vos consultants. J'ose pas les appeler patients. Vous les appelez patients d'ailleurs? Non, ce sont des consultants. Non, ils sont en bonne santé, mais ces gens, pour principe, veulent le rester. Et ils ne comprennent pas qu'en 2021, justement, on ne puisse pas donner comme réponse autre chose que simplement prendre la tension, le poids et éventuellement une biologie de base. Ils souhaitent aller plus loin. Ils sont très informés maintenant à travers l'Internet, à travers des publications, des livres. Ils savent qu'on peut aller plus loin et ils souhaitent justement qu'on gère leur capital santé. Cette notion de capital santé est fondamentale et ça se gère. Et c'est un petit peu comme une voiture, excusez-moi de la comparaison. Quand vous achetez une voiture neuve, eh bien, même si elle est d'occasion, vous allez faire de la maintenance. Et cette maintenance est censée justement diminuer le risque d'accident, de panne. Et on va faire un contrôle technique obligatoire d'ailleurs. Et il y a un contrôle technique. Absolument. Eh bien, quelque part, pourquoi n'accordons-nous pas cette simple attention à nos propres organismes, ce que nous faisons pour nos voitures? Eh bien, c'est tout simple. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, on a énormément d'éléments techniques, mais qui nous viennent de la physiologie, où l'on va voir se dégrader un certain nombre de nos systèmes, comme par exemple le système artériel. Ça peut parfaitement se mesurer de façon très objective. Et on sait que, quel que soit l'âge, ces gens vont être un groupe à risque. Quel bilan, quels examens vous leur proposez à vos consultants Alors j'imagine que c'est en fonction de la tranche d'âge, bien sûr. Et la prévention primaire n'est pas exclusive. Il y a aussi du dépistage. J'imagine qu'il y a les deux. Il y a les deux, bien sûr, il faut répondre à ces deux questions. Ce que nous proposons sont des cartographies physiologiques, c'est-à-dire que l'on ne va jamais s'intéresser qu'à un seul organe, on va toujours s'intéresser à un ensemble d'organes pour avoir une vision holistique, et on va y associer de la biologie, parce qu'il y a la mesure des performances du corps que l'on va pouvoir mettre en évidence grâce à des mesures sur le cœur, sur le poumon, sur le cerveau, etc., etc. Mais il y a également, il faut avoir des informations sur le fonctionnement biologique de l'individu. Et là, c'est important également d'associer tout ça et de pouvoir en faire une synthèse. Alors, comment on choisit? On choisit en fonction effectivement de l'âge, de l'examen clinique, de ce que des faiblesses des gens. Donc, il y a toute une logique qui va conduire à ces bilans. Et vous avez des biomarqueurs, c'est ça, je crois que vous nous avez préparé quelques slides qui montrent très clairement qu'on peut suivre cette physiologie, on peut suivre ce vieillissement, parce qu'un des enjeux, c'est justement d'arriver à quantifier, on y reviendra, parce que c'est une des demandes aussi des patients en médecine générale, de pouvoir quantifier, de faire un état des lieux et de voir comment on évolue, si on fait des progrès ou pas. Alors justement, c'est une slide qui est issue de l'étude de Belsky sur plus de 1000 jeunes. On considère toujours qu'on vieillit à partir de 50 ans, 60 ans. Non, on vieillit à partir... La sénescence commence à la fin de l'adolescence. Et là, c'est une étude qui suit, par exemple, des gens de 26 à 38 ans. Donc, des jeunes, eh bien, ils commencent à être en pleine sénescence. Et on voit que le paramètre qui se dégrade le plus est l'hémoglobine glyquée, qui correspond donc parfaitement à un des mécanismes bien connus de la sénescence, qui est la glycation, c'est l'excès de sucre. Donc, il n'est jamais trop tard pour considérer la sénescence et voir comment on va évoluer. Et puis, vous avez une deuxième slide qui est intéressante et qui est sur l'âge physiologique. Alors, elle va peut-être apparaître. J'appuie, voilà. Ça introduit cette notion d'âge physiologique, c'est-à-dire d'âge réel. L'âge chronologique, il évolue en fonction de votre date de naissance. Mais quelle est la réalité de votre corps? Et vous voyez que là, les gens qui ont en moyenne d'âge 38 ans ont un âge physiologique qui va, en fait, de quasiment 30 à 50 ans. Alors, à 38 ans, quel âge physiologique voulez-vous avoir? Là, ce sont des patients qui sont tous censés avoir 38 ans sur leur carte d'identité ou leur passeport. Ils ont tous 38 ans. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une dispersion. Il y a une dispersion énorme. Il y a des gens dont la sénescence est très bonne, et d'autres, parce qu'elle est très lente, et d'autres où elle s'accélère. Et évidemment, la slide suivante va vous montrer un autre point de vue qui est intéressant, c'est ce que j'appelle la double punition. C'est-à-dire que plus votre âge physiologique est élevé par rapport à votre âge chronologique, eh bien, plus vous vieillissez vite.
C'est la double punition. Et donc, on va dans la pathologie. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Et cette prise de conscience, elle passe par le médecin. C'est au médecin, effectivement, d'apprendre à sa population qu'il suit qu'aujourd'hui, quand ils vont bien, eh bien, ils ont la chance d'avoir un capital santé qui est celui-là, et ils doivent pouvoir commencer à travailler sur ce capital pour éviter les pathologies, et ça, on doit le faire le plus tôt possible. Qu'est-ce qui est faisable en termes de bilan à l'Institut? Et puis j'aimerais après que Jennifer Franco, en médecine générale, nous dise, bah oui, ça c'est faisable et je le fais, ou ça c'est absolument infaisable. Alors, quel bilan un peu de standard ou de base vous proposez? Il y a deux logiques. Il y a vraiment la biologie, je dirais, de première intention qui correspond au dépistage ou à la prévention secondaire. C'est ce que font tous les médecins lorsqu'ils reçoivent effectivement un patient ou un consultant. C'est tout ce qu'on connaît, l'hématologie, l'inflammation, tout ce qui est en rapport avec le rein, le foie, etc. Et puis, il y a un bilan de deuxième intention qui va un peu plus loin, qui va concerner tous les mécanismes de la sénescence. Et là, on revient vers la prévention primaire. Alors, évidemment, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce que c'est des gens qui sont en bonne santé, ils ne sont pas malades, on les évalue. Et il y a toute ça répond, ce deuxième bilan va répondre aux grands mécanismes du vieillissement que l'on connaît déjà depuis longtemps, que ce soit les mécanismes neuro-endocriniens, le stress oxydant, la glycation. On peut aller beaucoup plus loin en termes de nutrition. Il y a maintenant la mesure des télomères qui également avance de plus en plus. Donc, il y a énormément de pistes qui sont aujourd'hui accessibles en termes de biologie pour mieux comprendre le fonctionnement des gens. Et puis, il y a bien sûr tous les examens de physiologie dont je vous parlais avant, au niveau de la respiration, au niveau du cerveau, au niveau des artères, de la composition corporelle. Jennifer Franco, qu'est-ce qui est faisable en médecine générale? On voit que la partie gauche, finalement, qui est un bilan de débrouillage assez classique, c'est des choses qu'on peut faire, que vous ne prescrivez pas forcément dans cet objectif-là, mais en tout cas, c'est faisable en médecine générale. Alors, ce que je dirais dans un premier temps, c'est qu'il y a, alors effectivement sur la partie gauche de la slide, c'est des choses qu'on fait assez facilement. Je dirais que ça dépend quand même du motif de consultation du patient, évidemment, mais il me semble que ce genre d'examen est pratiqué assez facilement, justement quand on s'aperçoit que le patient n'est pas venu depuis longtemps ou qu'on constate déjà cliniquement des petits points qui nous interpellent. Donc, ça, c'est ce que je vois sur cette slide est assez... c'est la pratique courante. Ouais, vraiment courante. Voilà. Bon, après, la partie droite, c'est effectivement, clairement, je dirais qu'il y aurait pour l'instant, en tout cas, deux freins. Même si on commence un petit peu à doser, faire du dosage de vitamines. Mais personnellement, en tout cas, je suis parfois un peu freinée par l'interprétation des résultats sur la prise en charge. On y reviendra, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui proposent, peut-être à l'étranger, on y reviendra avec Laurent Cabeillère, ces bilans où on ne sait pas les interpréter, finalement. Exactement. Tout simplement, la supplémentation en vitamine D, par exemple, si je prends un exemple qui est quand même celui qu'on utilise le plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de règles sur comment supplémenter en fonction du taux de carence, etc. Pour le reste des examens, je dois dire que si j'étais amenée à voir ce genre de résultats, je serais bien en difficulté devant le patient pour lui permettre de lui donner une interprétation et derrière de pouvoir lui proposer une prise en charge. Je serais quand même bien embêtée. C'est une demande des patients quand même d'avoir une espèce de bilan. Et j'allais dire, est-ce que la crise Covid a changé quelque chose ou pas sur le fait de je veux un examen biologique pour savoir j'ai le Covid ou j'ai pas le Covid, pour savoir où j'en suis en termes d'état de santé? Alors, j'ai l'avantage d'avoir vu, là, en quelques mois d'écart, deux patientèles différentes. Et je dirais qu'il y a une différence en socio-économique par rapport aux patients. Lié à quoi? Lié à un changement de cabinet, non, c'est ça? Oui, exactement. Et du coup, voilà, dans deux régions différentes de l'Île-de-France. Et déjà là, je peux voir une différence. Clairement, je vois beaucoup plus de demandes de bilan de santé, entre guillemets, chez des patients avec des niveaux socio-économiques quand même plutôt bons, voire très bons. Ce que je n'avais pas du tout dans mon ancien quartier où j'avais une population beaucoup plus précaire et qui était plutôt à la course de la prise en charge de maladies déjà installées que dans l'étape en amont, c'est-à-dire la prévention. Ça, c'est le premier point. Je ne suis pas sûre que, en tout cas, je
j'ai pas assez de recul pour dire que le Covid a changé quelque chose là-dessus, mais clairement, je vois aujourd'hui dans ma patientèle des patients qui viennent et qui me disent « je vais bien ». Mais j'ai envie de faire un petit check-up, comme ils disent. Et donc ça va générer une consultation un peu standard, en tout cas pour moi, qui est un interrogatoire précis, ce qu'on appelle des informations ou des interventions brèves sur les consommations, l'examen clinique et puis la prescription derrière. Il faut dire que vous avez une pratique en préparant cette émission de médecine générale avec des consultations à 40 minutes, ce qui est au-delà de la moyenne de ce qu'on peut voir dans toutes les études en médecine générale, parce qu'un des freins, c'est que ça prend du temps de faire de la prévention. Oui. Et puis c'est toujours un peu le problème de ces consultations qui sont parfois pour... Alors, il y a aussi il y a une tranche d'âge, et je dirais particulièrement les 15-20 ans jusqu'à 30-35 ans, qui se considèrent spontanément en bonne santé, qui du coup consultent quand même assez peu, qui vont donc arriver en consultation avec parfois beaucoup de motifs. Et c'est sûr que quand on est... alors moi, j'ai un mode d'exercice un peu particulier, mais quand on est pris par le temps, débordé... Ça veut dire quoi, un mode d'exercice un peu particulier ? Justement, mes consultations sont de l'ordre de 30 à 40 minutes. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui voudraient faire la même chose et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont débordés en termes de planning, voilà, et puis... On pourrait discuter de la médecine générale longtemps. Le paiement à l'acte, Frédéric, c'est une des limites de ce modèle-là ? Oui, mais ça, on y reviendra. Mais c'est sûr qu'il faut diversifier les modes de paiement. La prévention, ça se paye à la capitation ajustée, c'est-à-dire qu'en fonction de votre patientèle, en fonction de l'âge, vous avez des services qui sont plus ou moins longs. Et donc, il faut payer les médecins pour la prévention, parce que les médecins sont très attachés souvent, en particulier les médecins libéraux, au paiement à l'acte, mais qui se rassurent, le paiement à l'acte des soins, les soins courants resteront et doivent rester payés à l'acte parce que c'est le moins mauvais des modes de paiement. Mais la prévention, ça se paye à la capitation ajustée. Sinon, les médecins ne peuvent pas s'y retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, vous, en fonction de la charge de travail, on vous donne par an une somme par an qui vous font. Et c'est un petit peu à la chinoise, c'est-à-dire qu'en fait, les plus performants, vous êtes d'autant plus rentable que vous êtes performant. C'est-à-dire que moins vous passez de temps, mieux va votre patient, moins vous allez avoir besoin de passer du temps avec lui. Et donc, c'est parce que vous êtes performant en matière de prévention et donc vous allez davantage, vous avez la même somme d'argent, mais évidemment, vous y passez moins de temps. Donc c'est ça la logique sur un plan économique, mais vous voyez qu'il y a du chemin à faire. Docteur Franco, on a un peu l'impression que c'est une médecine la médecine préventive, c'est une médecine de luxe. Vous disiez que c'est plutôt les CSP ou CSP+, qui peuvent se permettre ces bilans-là. Alors, quand vous prescrivez des bilans standards, c'est remboursé par l'assurance maladie, comme c'était une prise de sang normale. Est-ce qu'il y a des choses que vous prescrivez ou vous aimeriez prescrire et pour lesquelles, par exemple, le non-remboursement est un frein ? En fait, je suis pas sûre que ce soit enfin, en tout cas, de mon ressenti à moi, c'est que je ne suis pas sûre que ce soit un problème du coup seulement financier, mais que c'est aussi notre formation, ce que propose le docteur De Gégère sur, par exemple, l'évaluation de la rigidité artérielle. Je ne suis pas sûre que je le proposerais d'office. Parce que je pense que je n'y penserai pas. C'est-à-dire que ça ne... Il y a le spécialiste de médecine générale et puis il y a le spécialiste de prévention. Mais par contre, vous pourriez orienter, être dans une première salve d'examen. Oui, là, du coup, il va y avoir presque un... Alors là, on arrive à un frein financier. Alors, on se disait tout à l'heure qu'il y avait qu'il était important quand même qu'on donne un prix à notre santé. Oui, mais comment l'amener, comment le présenter au patient. Ça m'arrive de temps en temps de présenter un examen à un patient, lui dire attention, alors ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bon, aujourd'hui, c'est parfois difficile. On a parlé, par exemple, l'aide au sevrage en tabac dans l'idée de la prévention. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle quand ils nous ont annoncé que les substituts, par exemple nicotiniques, étaient remboursés par la sécurité sociale. Et ça a aidé un peu. Docteur De Gégère, tous ces examens ne sont pas remboursés. Non, ils sont vraiment exercés dans le cadre de la prévention. Lorsqu'on trouve une pathologie chez un patient, à ce moment-là, on le renvoie dans le système de soins. Ça, c'est tout à fait logique. Mais je pense qu'on est aussi à une époque où il faut pouvoir regarder la santé différemment. Il faut pouvoir être motivé par cette santé. Il faut s'investir dans cette santé. On disait quelque chose qui me paraissait important tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous voyez des gens qui sont hypertendus, diabétiques, hypercholestérolémiques, la base du traitement, c'est de les faire maigrir. S'ils perdent 15 kilos, pour certains, eh bien, ils vont voir leur diabète
s'amendaient, leur tension, etc. etc. Et à la fac, quand on avait nos cours, c'était les premières mesures. Le premier chapitre, dans les recommandations, les mesures hygiéno-diététiques. Exactement. Bon. Or, et dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé aussi. Bien sûr. Or, les gens, malheureusement, ont des difficultés. La vraie question, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à résoudre ces difficultés. Ce n'est pas la faute du patient, mais force est de constater qu'il n'y arrive pas. Donc, on est obligé de le traiter. Est-ce que la biologie peut aider, Laurent Cabaillère? Vous êtes pharmacien biologiste. Est-ce que justement la biologie, et c'est le thème de cette émission, c'est-à-dire de pouvoir palper, parce que c'est très impalpable, c'est du moyen terme, c'est très ingrat finalement la prévention. Là, la biologie, vous avez déjà des réponses qui permettent de mesurer les choses et de les quantifier. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites et je reviens un petit peu sur l'évolution de la mentalité des patients. Cette crise Covid, elle a eu un effet important. Pour la première fois, on a transformé le patient en autoprescripteur. C'est jamais arrivé que les gens puissent se prescrire eux-mêmes la PCR. Et aller au laboratoire. Oui, c'est-à-dire qu'on a court-circuité le médecin. Et en fait, il y a un mouvement on s'en était un petit peu aperçu au laboratoire, puisqu'on voyait de plus en plus apparaître de prescriptions, enfin, de demandes d'examen sans prescription. C'est-à-dire que le patient, il a envie de reprendre, une partie en tout cas, de plus en plus importante de gens veulent reprendre leur santé en main. Et c'est vrai qu'ils ne trouvent pas forcément les réponses dans la médecine générale, parce que la médecine générale, on a été formé qu'à la médecine curative, et c'est vrai, on a une bonne médecine curative, mais on n'est pas dans la prévention. Alors, il y a des freins économiques pour plein de choses, mais ce qu'on peut dire au niveau de la biologie, c'est que les progrès techniques, les regroupements de laboratoires font maintenant on est équipé de machines, on fait du séquençage tous les jours. Enfin, c'est des choses que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Donc on a un progrès technologique, mais aussi un progrès sur les datas, parce que on peut les données que vous collectez. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire en plusieurs étages. Et moi, je crois beaucoup à deux choses. C'est que, premièrement, le scoring. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec un bilan classique, de paramètres qui sont pris en charge par la sécurité sociale, qu'est-ce que je peux faire grâce à un traitement de data. Il y a de plus en plus de scores qui apparaissent, un score d'évaluation cardiaque en fonction d'examens classiques. Et après, il y a les examens de deuxième intention qui vont là chercher des choses un peu plus touchy, des choses un peu plus précises, très spécialisées. Et ça peut aller jusqu'au très spécialisé, puisqu'il y a du séquençage, on parlera peut-être des HPV après. Enfin, il y a une montée en puissance de la technologie qui est importante. Ce que vous nous dites déjà, c'est qu'en tant que prescripteur de première ligne, et tous les examens qu'on prescrit tous au quotidien, c'est déjà une possibilité de faire de la prévention de manière active avec du scoring. Est-ce que c'est fait systématiquement par tous les laboratoires? Non, alors c'est fait, mais on s'aperçoit qu'il y a peu de médecins qui connaissent ces scores. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être... Justement, moi, par exemple, j'utilise un score qui s'appelle le Heart Score, qui, avec l'âge du patient, le sexe, la tension, enfin, la pression artérielle systolique et le cholestérol total et le bon cholestérol, tabac, pas tabac, et qui me sort un risque cardiovasculaire moyen sur les 10 ans à venir, que j'utilise pour donner une information au patient, lui proposer un régime, des mesures hygiéno-diététiques, comme on disait tout à l'heure, voilà. Et ça aide, j'allais dire, dans l'éducation thérapeutique ou dans la motivation du patient? Oui, parce que c'est mesurable. Ouais. Comme vous le disiez, tout à fait, c'est palpable. C'est-à-dire que quand on mesure une hémoglobine glyquée, c'est palpable. Je vois l'évolution. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de faire un effort, ils font l'effort, et il y a une vraie récompense. C'est-à-dire qu'ils voient leur taux baisser. C'est mesurable. Et psychologiquement, c'est important parce que le diabétique, c'est le meilleur. Pourquoi il y a tant de difficultés à la compliance des fois? C'est que le diabétique, il ne se sent pas malade. Non. Là, on est déjà dans du pathologique, mais si le diabétique est malade, ne se sent pas malade, alors imaginez celui qui va vers le diabète et qui ne l'est pas encore. Intéressant, l'hémoglobine glyquée, parce qu'on l'a fait chez les diabétiques, elle est remboursée chez le diabétique dans le suivi, mais vous, docteur de Géger, vous l'utilisez en prévention primaire, chez des gens qui ne sont pas du tout diabétiques. Mais, tout à fait. Mais c'est les problématiques de ces naissances. Et vous avez bien vu sur la slide qui a été projetée, les variations commencent très tôt. Alors ensuite, il faut savoir où on met les limites. Qu'est-ce qu'on utilise? Mais ce qui est important, c'est que justement, on va sensibiliser quelqu'un sur un score. On va lui montrer que s'il est là aujourd'hui, à son âge, il va évoluer, et on connaît bien l'évolution de ce genre de paramètres, il va évoluer de telle manière qu'à 50 ans, il va être en prédiabète,
ou à 55 en diabète. Et c'est là où on va voir, en fonction de l'histoire de sa famille, que son risque est bien supérieur à la réalité de la population et que lui, il faudra le regarder de façon bien plus attentive. Moi, je reviens juste une seconde sur cette notion que vous avez évoquée tout à l'heure de Covid. Le Covid, moi, je vois qu'il a sensibilisé terriblement les gens à leur capital santé. Parce qu'on voyait bien que les gens qui malheureusement succombaient à cette maladie étaient soit des gens victimes d'immunosénescence, c'est-à-dire des gens qui sont âgés, soit des gens avec des comorbidités ou l'association de tout ça. Et donc, finalement, qui étaient ceux qui faisaient des pathologies, des Covid, sans avoir parfois totalement asymptomatiques? C'était les gens qui restaient en bonne santé. De manière générale. De manière générale. Des exceptions, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, c'est plutôt flagrant. C'est plutôt flagrant. Et ça valorise cette notion de santé. Et quand je parle de capital santé, c'est vrai que de plus en plus de gens y sont sensibles, y compris les médecins eux-mêmes. Et je vois que nous avons beaucoup de confrères qui viennent parce que ça les intéresse. Ils veulent un regard différent sur leur santé. Vous parliez, Laurent Cavaillère, des scorings. Ces scores, sauf erreur, mais quand on reçoit des analyses qu'on a prescrites, des numérations de Yono, etc., il n'y a pas toujours ces scores. Certains laboratoires le font, d'autres ne le font pas. Pourquoi parce c'est pas quelque chose de routine? Il n'y a pas de standardisation. C'est un sujet qui intéresse notamment l'HAS ou les autorités, toujours de façon un peu trop tardive. On voit, quand il y a eu les campagnes de dépistage du cancer colorectal par recherche de sang dans les selles, quand la campagne a eu lieu en France, ça faisait 15 ans qu'elle avait eu lieu aux États-Unis. Enfin, on a des modèles à côté, et on avait vu que ça a marché aux États-Unis. Pourquoi on attend 15 ans? C'est culturel, et c'est en ça qu'il va falloir changer à tous les niveaux. Au niveau culturel, au niveau de la population, parce que les gens... Mais ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est amorcé dans le « je gère ma santé ». Et puis c'est vrai que la crise Covid a eu aussi un effet délétère sur l'image des praticiens et des professionnels de santé, parce qu'il y a eu un spectacle désolant de professeurs qui passaient leur temps à se contredire parce qu'ils parlaient d'un sujet qu'on ne connaissait pas, qui était la Covid, tout simplement. Mais il y a des sujets qu'on connaît bien et qu'on voit. Et c'est vrai qu'il y a une accélération, et notamment, on reparlera des datas tout à l'heure, il y a une accélération parce qu'on a accès maintenant à des quantités phénoménales de données qui vont pouvoir nous sortir ces scorings, parce qu'il va y avoir des corrélations qui vont être faites, qui vont être trouvées par des algorithmes, par de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et c'est vrai que ça va s'accélérer. Maintenant, il faut que derrière, les utilisateurs finaux, les médecins, les prescripteurs soient formés. Et c'est là où il y a un décalage, je pense un retard à l'allumage. Ouais. On a parlé beaucoup des professionnels. Je voudrais avoir le regard des patients. Et on est allé demander son avis à Éléonore Piot de Villars, qui est vice-présidente de l'association Imagine et qui est présidente de l'Infosport. On lui a demandé son avis autour de la prévention. On l'écoute. Alors, je vais vous parler aujourd'hui. Je suis Éléonore Piot de Villars et je suis la vice-présidente de l'association Imagine, qui est la première association de patientes atteintes de cancer gynécologique, agréée par le ministère de la Santé et des Solidarités. Donc, pourquoi c'est important la prévention pour des femmes qui sont atteintes de cancer gynécologique? C'est parce que, en fait, les cancers gynécologiques, c'est des cancers qui sont, on va dire, très sournois, qui n'ont pas beaucoup de signes extérieurs. Hein, ça touche la sphère pelvienne, et on a des femmes qu'on dépiste beaucoup trop tard, quelquefois en stade 4, sur des signes, sur des cancers comme le cancer du col, de l'utérus, que j'ai eu moi-même, ou sur le cancer des ovaires. Donc le dépistage, la prévention, c'est important d'informer les femmes pour qu'elles aillent régulièrement, tous les ans, faire une visite de contrôle chez leur gynécologue. On a la chance sur le cancer du col d'avoir des moyens alors je vais parler de dépistage, hein, des moyens de dépistage qui sont assez top maintenant. Hein. On a le frottis de 26 à 30 ans, à 29 ans, et après on a le test ADN. Donc on a de la chance en France d'avoir des moyens pour prendre les femmes au plus tôt avant qu'un cancer ne se déclenche, donc il ne faut pas hésiter, quoi. Donc maintenant, ce qui est très important, c'est qu'il y a un test HPV qui est proposé aux femmes de 30 à 65 ans tous les 5 ans si les tests sont normaux. La prévention,
s'améliore, mais elle est encore insuffisante parce qu'on a trop de femmes qui malheureusement ne sont pas informées, ne vont pas chez leur gynécologue, ne vont pas chez le médecin. Beaucoup de femmes jeunes et beaucoup de femmes ménopausées qui pensent que maintenant qu'elles sont ménopausées, maintenant qu'elles ont des enfants, cet étage du corps n'existe plus. Alors peut-être qu'on pourrait améliorer quelque chose dans la prévention. Est-ce qu'on pourrait faire un check-up à différents âges importants de la femme, peut-être à 20 ans, à 30 ans après le premier enfant, à la ménopause, etc. On parle beaucoup un peu de check-up avec des marqueurs biologiques, etc. En tout cas, ce qui est important, c'est de suivre les femmes, mais il ne faut pas que ça soit une sélection un petit peu à deux vitesses, où on ait des femmes qui soient informées, qui soient dans les grandes villes, qui aient accès à ces types de batteries d'examen, parce qu'elles ont aussi des bonnes mutuelles qui remboursent, et on aurait de l'autre côté, dans des territoires qui sont un peu plus loin des grandes villes, qui sont un peu plus oubliés, des patients qui sont socialement pas au même niveau, qui n'auraient pas de mutuelle et qui pourraient pas faire ces examens-là. Intéressant le point de vue des associations de patients. Alors bien sûr, très focalisé gynécologique parce que Éléonore est vice-présidente de l'association Imagine. On parlera juste du test HPV avec des questions et n'hésitez pas à nous en poser. Il y en a beaucoup et j'essaierai d'en faire la synthèse. Christophe de Gégère, qu'est-ce que ça vous inspire? On est encore dans le dépistage. Là, on est encore tardif. Regardez la problématique de sémantique. En fait, le dépistage, c'est le frottis. Et la prévention, elle existe. La vraie prévention primaire, ça va être la vaccination. C'est ce que j'ai dit. Hein? Donc, c'est des points très importants. Et on retrouve ça, y compris chez les politiques, partout, les gens confondent les termes. Mais alors que c'est un continuum. Alors que c'est un continuum, bien sûr. Cette notion de check-up biologique, c'est qu'on en rêve tous, de dire on fait une prise de sang et puis on a un check-up. Quand on préparait cette émission, vous me parliez des biopsies liquides. On a entendu beaucoup parler il y a quelques années, puis finalement, assez étrangement, ça a un peu disparu. C'est le fantasme de je fais une prise de sang et on va me dire si j'ai des cancers. Voilà. C'est ça. Mais c'est ce que tout le monde veut. C'est ce que tout le monde veut. Alors, la biopsie liquide, c'est quoi? On est capable maintenant, sur une prise de sang, de rechercher soit des traces d'ADN de cellules cancéreuses. On le fait, par exemple, c'est le même procédé qu'on utilise pour les dépistages prénataux non invasifs, les DPNI. Donc, on fait une prise de sang à la maman et on arrive à récupérer l'ADN du fœtus. Donc là, on est capable, donc il y a deux choses. On trie les cellules, donc on essaye de chercher des cellules cancéreuses circulantes, ou alors on cherche de l'ADN spécifique d'une tumeur. Il y a des applications réelles, parce que là, on est dans la recherche, mais il y a une application réelle qui est utilisée tous les jours maintenant, qui est dans le cancer du poumon, où en faisant une prise de sang au patient, on retrouve l'ADN, notamment un gène du cancer du poumon, qui va permettre de savoir si la personne va bien répondre ou pas au traitement. Donc on arrive, et ça permet aussi d'évaluer son risque d'évolution de pronostic. Mais on n'en est pas encore à rechercher, parce qu'il y a autant de cancers que de malades, que de cellules, on n'a pas encore ce marqueur absolu qui permettrait de dire quand... Parce qu'un marqueur, c'est quand il est là, j'ai, et quand il n'est pas là, j'ai pas. Oui, et se pose après la question de l'interprétation dont on parlait tout à l'heure. Docteur Franco? Ce que j'allais dire, c'est-à-dire que aussi, je ne sais pas, mais... est-ce que ça veut dire aussi que lorsqu'on tombe sur de l'ADN d'une cellule tumorale, à quel stade? Est-ce qu'on peut déjà, ou est-ce qu'on aura l'idée du stade auquel le patient est de son cancer et l'intérêt de mettre tout de suite en place un traitement? Parce qu'on en a aussi beaucoup parlé de ça, quand on a commencé à parler de la mammographie tous les 2 ans. C'était aussi de ne pas surtraiter. Eh oui, de se retrouver avec des tout petits cancers et l'intérêt... On n'en est pas encore là. En tout cas, pour le cancer du poumon, ça permet de rechercher un gène, d'évaluer. Donc, c'est des gens qui sont déjà diagnostiqués. On est sur du curatif. Et en fait, sur du curatif, donc on est plus performant justement sur les traitements. Et surtout, on permet de suivre, parce que c'est aussi un bon indicateur de disparition, d'efficacité du traitement. Et on espère demain, parce que certaines cellules cancéreuses mutent, comme une maladie, comme une bactérie, et on va faire des profils de résistance aux traitements cancéreux. Donc on va personnaliser de plus en plus, parce que les traitements
c'est pareil, c'est quelque chose dont on pourrait parler. Les traitements, on donne des doses, mais vous donnez la même dose à une petite mamie qui fait 40 kilos pour certains médicaments. Le profil génétique est exactement. Alors là, on parle du cancer parce que c'est un peu de l'ordre. Ça fait rêver tout le monde. Il y a l'autre gros poste qu'on pourrait éviter, c'est les maladies cardiovasculaires. Et là, avec des choses beaucoup plus simples. Les NT-proBNP ou le BNP, les marqueurs de l'insuffisance cardiaque chez le diabétique de type 2 sont un facteur pronostic qui là aussi pourrait s'intégrer dans le cadre de scoring fait totalement routine. C'est exactement ça. Et c'est ce genre de marqueur qu'ils utilisent. C'est pour ça que simple, quotidien, peu coûteux. C'est ça, c'est-à-dire que c'est des tests qui existent déjà, qui sont faits en pratique quotidienne, que les médecins connaissent, peuvent prescrire. Si derrière nous, les laboratoires, parce que on a encore une fois ce traitement de data, mais qu'il faut faire valider par les autorités, par des études, de dire voilà, si je vous fournis un score. C'est ça, moi demain je veux qu'il y ait une approche qui soit syndromique et je veux qu'il y ait une approche scoring. C'est-à-dire moi je veux une approche syndromique, c'est-à-dire que moi je veux qu'on me prescrive, là on est dans le curatif, mais exploration du diarrhée, et c'est moi qui choisis les tests. Parce que c'est moi qui connais tous les tests. Que ce soit le biologiste qui puisse choisir. Oui, parce que là, on est juste des exécutants. Et c'est vrai qu'on perd l'expertise du biologiste, puisqu'en fait, j'ai une ordonnance. Et vous la perdez encore plus quand il y a une autoprescription. On va y revenir juste après. Tout à fait. Frédéric Bizard, j'aimerais vous donner la parole. Regardez l'économiste. Je regardais un chiffre intéressant. 60 à 70% des décisions médicales sont prises à partir d'un test biologique et ça représente 2% des dépenses de biens médicaux et de soins. Finalement, ça a une très forte rentabilité. Ces diagnostics in vitro. Oui, absolument. Alors, cette personne-là, Éléonore, a dit une chose quand même très importante, c'est qu'elle a parlé de solidarité. C'est-à-dire que tous les tests, beaucoup de techniques existent. Le problème, c'est qu'ils sont accessibles à une minorité. Donc, le vrai enjeu, c'est de faire système avec tout ce qui existe là. Donc, c'est un nouveau modèle de santé qui doit inclure ça. Elle a parlé beaucoup de cancers. Vous savez que l'OCDE distingue deux types d'évitabilité des cancers. Vous avez des cancers évitables par prévention, comme le cancer du poumon, et puis les cancers évitables par traitement ou par dépistage. Par les comportements, on diminue le fumée, et donc, en fait, si vous agissez sur ces deux leviers, la prévention pure avec des meilleurs comportements individuels, ou par des dépistages plus massifs et plus précoces, vous réduisez considérablement. Le cancer colorectal, si vous avez un dépistage qui est relativement massif, je ne dis pas qu'il devrait disparaître, mais en tout cas, il devrait rester bénin, dans la très grande majorité des cas. On peut aussi penser, et je parle pas à la place des médecins, mais le cancer du sein est un petit peu pareil si on n'avait pas que 50% des femmes qui faisaient une mammographie selon les indications. En écoutant le docteur de Gégère, il y a une chose que je trouve frappant, qu'on sait, mais parce que finalement, tout ça, c'est l'accumulation de données, de data. Tout ça, c'est une affaire de data. Et avoir ces data le plus tôt possible, c'est Lihoud qui a son concept quand même assez puissant de 4P. C'est-à-dire que pour qu'une médecine soit préventive, il faut qu'elle soit participative, il faut qu'elle soit prédictive et il faut qu'elle soit personnalisée. Et donc, c'est quand même tout ça à l'avenir. Et il faut aller vers ça. Et alors, vous allez me dire, mais oui, mais comment on fait pour financer ? Mais j'avais une discussion avec un responsable de l'assurance maladie il n'y a pas très longtemps sur un truc, parce qu'on a un système qui est absurde, mais qui est géré par des gens intelligents, mais qui est absurde. Je vous en donne un exemple. Vous savez qu'il y a dans les innovations des traitements contre le cancer, notamment l'immunothérapie, vous avez des tests génétiques qui fait qu'on sait quand même très bien à l'avance prédire quelle va être la réponse par rapport au profil génétique. Eh bien, autant on ne fait, et encore on commence à rationner d'ailleurs, mais enfin on rationne pas tellement sur l'aval, sur le paiement des traitements, mais on rationne à fond sur les tests prédictifs, les tests génétiques. On rembourse très mal les tests génétiques, très bien les produits. Voilà une absurdité sans nom. Vous avez des produits, des traitements qui coûtent 5, 6, 10 000 euros, voire plus. Vous avez des tests qui vont vous permettre de vous assurer que vous allez bien avoir les bonnes personnes répondantes avec ces tests, qui coûtent 100, 150 euros, mais vous préférez rembourser. Enfin, vous voyez l'absurdité de la chose. Mais parce que c'est un système qui fait de penser, qui fait que, ben non, parce que c'est terrible, quand je vous dis géré par des gens intelligents, c'est que des gens intelligents arrivent à vous dire que ça va vous faire des dépenses supplémentaires si vous remboursez les tests prédictifs. Donc vous voyez l'absence totale. Après, c'est toute la différence entre le budget annuel, et on sait que la sécurité sociale est financée chaque année par la loi de finances de la sécurité sociale, et la notion d'investissement et de rentabilité à moyen ou long terme. Je voudrais qu'on passe à la dernière partie de cette émission, pardon, mais le temps file, avec les questions que vous nous posez. Vous êtes nombreux à nous en poser.
poser beaucoup de questions sur les autotests. Fiabilité par rapport aux analyses faites en laboratoire, d'analyse médicale, généralisation, remboursement, etc. Est-ce que Laurent Cabeyer peut nous faire un petit point? Si la biologie, c'était aussi simple que de mettre une petite goutte de sang sur une bandelette, enfin, on le saurait. Parce qu'on voit plein de tests fleurir partout en pharmacie, TSH. Alors c'est l'autre versant il y a eu du bon si on peut dire comme ça, dans la prise de conscience de sa santé dans le Covid, mais il y a aussi une autre dérive, c'est qu'on croit que juste en se mettant un écouvillon dans le nez, on peut faire un diagnostic. Il y a toute l'analyse, c'est aussi ce qui se passe avant, comment je prélève, et surtout comment j'interprète. Parce qu'un test n'est jamais fiable à 100%. Il y a une sensibilité, une spécificité. Et s'il n'est pas interprété comme il faut, on l'a vu sur le déploiement des tests antigéniques au début, dans les pharmacies, c'était mal prélevé. Donc il y avait des performances qui étaient beaucoup plus faibles que celles annoncées. Puisque c'était mal prélevé, c'était fait dehors à 4 degrés alors que c'était et donc une réponse qui donne une mauvaise décision ou autodécision. Voilà, c'est ce que je dis. Il vaut mieux pas de test qu'un mauvais test ou qu'un test mal interprété. Voilà. Et encore une fois, on est en train de donner l'habitude aux gens de court-circuiter le médecin. Ouais. Et c'est d'une dangerosité. Si c'était si simple que ça, la médecine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le fantasme. On le voit avec tout, et vous en parliez, docteur Franco, tout à l'heure, tous ces tests de vitamines, d'allergènes, etc., qui sont des tests qui sont non remboursés, faits parfois en Suisse ou ailleurs, et qui reviennent chez le médecin généraliste avec un patient qui dit « je suis allergique à telle et telle substance ». Après, ça a des conséquences sur le plan de l'organisation, et c'est pour ça qu'il faut penser à un nouveau modèle de santé. Et là, il y a des obstacles qui ne sont pas financiers, mais qui peuvent être corporatistes ou d'habitude. Vous voyez, parce que ça me fait penser, parce que le docteur dit bah oui, mais on veut court-circuiter le médecin. Non, mais l'innovation technologique permet quand même de faire à des gens qui sont un peu moins spécialisés que des médecins, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je vous prends un exemple justement sur la biologie. Il est grand temps quand même de développer la biologie délocalisée. Je pense que ne pas utiliser les entreprises qui sont des lieux de vie dans lesquels travaillent une trentaine de millions de personnes en France, sur la chose typiquement pour la lutte contre la crise sanitaire. Vous savez que vous n'avez pas le droit de faire de la biologie dans les entreprises. Vous n'avez pas le droit de faire des tests dans les entreprises. Vous avez le droit de faire des prélèvements, mais vous n'avez pas le droit d'y faire des tests. Alors qu'aujourd'hui, l'innovation technologique fait que la médecine du travail est parfaitement capable de gérer... avec les biologistes. Mais en lien avec les biologistes. Il n'y a pas de souci, oui, je suis d'accord avec ça. Mais par exemple, vous voyez que non, mais ce que je pense, c'est que c'est là où il faut mettre tout le monde autour de la table, parce que tout ça doit élever tout le monde. Ça ne doit pas être une affaire de dire je vais faire à la place du médecin quelque chose. Il faut que pour le médecin, il trouve son compte. On peut parler de la radiologie aussi avec l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on est souvent dans un jeu à somme nulle et pas dans un jeu à somme variable. Laurent, la question, c'était sur les autotests et pas sur la biologie délocalisée. C'est autre chose. La biologie délocalisée, c'est une biologie qui est maîtrisée avec des automates puissants. Responsabilité du biologiste. C'est ça. Là, l'autotest, c'est différent. On parle, question d'ici les Moulineaux, quel est le cadre réglementaire qui encadre les dispositifs de diagnostic in vitro? Pour l'instant, les diagnostics, les DIV, c'est le laboratoire de biologie d'analyse médicale. Et le biologiste qui en est responsable. Oui, c'est le biologiste qui en a la responsabilité aussi juridique. C'est-à-dire que, encore une fois, le résultat peut entraîner des prises de décision et des conséquences. Et c'est pour ça que ces dispositifs sont d'abord autorisés et validés par les autorités sanitaires et notamment l'ANSM. Et une fois qu'ils sont autorisés, ils sont mis à disposition exclusive des laboratoires pour une utilisation cadrée, puisque vous savez que maintenant on est sous une norme COFRAC d'accréditation, qui sont des normes Enfin, si un jour je vous ferai visiter le laboratoire, je vous montrerai mes frigos où on fait des cartographies de frigos pour être sûr que la température en 9 points. Nos frigos sont mesurés en 9 points. Un autotest ne peut pas avoir c'est pas ça. Encore une fois, c'est comment on l'utilise et l'interprétation qu'on en donne. Voilà, si la personne qui utilise l'autotest sait que attention au résultat, oui. Mais là, il y a un double discours et voilà, qui est... Docteur Franco ? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que je pense que les autotests ont un certain intérêt pour la rapidité, la facilité d'utilisation. Je pense qu'il doit quand même être en amont, il doit être discuté avec le médecin généraliste parce que, par exemple, l'hémoglobine glyquée en autotest, pourquoi pas, la TSH pour les patients... sur à quoi ça sert. D'ailleurs, quand on prescrit un examen, on a une question derrière la tête et on veut une réponse. Comme un INR, par exemple. Mais il faut que le patient soit formé à son interprétation, sinon, à quoi ça sert ? On a parlé beaucoup de tests HPV. Le test HPV rentre-t-il dans le cadre du dépistage organisé ? Bah oui. Oui, depuis peu. Depuis peu. À 25 ans, tous les 3 ans au début.
Et maintenant, les femmes vont recevoir un papier pour leur dire qu'il est grand temps de faire leur frottis. Et le test sera pris en charge par la sécurité sociale, si je ne me trompe pas. C'est une vraie avancée. Mais même sur les modalités. C'est-à-dire que là, on le propose même en autoprélèvement. C'est-à-dire que c'est d'un confort. Parce qu'il y a tout ça aussi qui pour les femmes de plus de 30 ans, test HPV, c'est ça, tous les 5 ans? Oui. Et donc, c'est par PCR. Donc, du coup, en fait, on est sur une fiabilité puisqu'on recherche les HPV qui oncogènes, donc qui peuvent donner des cancers. Donc, encore une fois, maintenant, tout le monde connaît la PCR. Donc, c'est par PCR. Donc, Et pour les femmes de moins de 30 ans, on reste toujours sur le test cytologique classique. J'essaie de répondre à toutes vos questions. Quelles sont les performances de l'examen cytologique versus le test HPV dans le cadre du dépistage primaire, justement, du cancer du col? Alors, on voit là encore, on est dans le dépistage. Oui, on est dans le dépistage, mais c'est vrai qu'on n'est pas en amont encore, on est encore dans le dépistage. La performance entre cytologie et HPV. L'HPV, on est sur de la PCR. La PCR, vous savez qu'on amplifie un nombre de fois incroyable. La présence de l'HPV, donc la présence du virus oncogène, n'amène pas forcément, c'est un facteur de risque très important, mais n'amène pas forcément sur la cellule cancéreuse. Sur le frottis, on cherche plutôt les cellules cancéreuses ou les cellules infectées par l'HPV, mais aussi les cellules cancéreuses. Donc on est encore... Une remarque, certains autotests, pour revenir et reboucler sur ce sujet, peuvent-ils représenter une perte de chance pour des patients par rapport à des examens de laboratoire? Qui en est responsable? Oui, on a vu, parce que ça pouvait induire en erreur sur une décision et se croire à tort exempt de la maladie ou au contraire... D'ailleurs, les autotests, la seule utilité, ce sont des tests rapides d'orientation diagnostique. Oui, ce n'est pas des tests de diagnostic. C'est là où toute la notion est subtile et pour les patients qui les utilisent, ce n'est pas évident. Pensez-vous, question pour Jennifer Franco, pensez-vous que les patients veulent vraiment savoir? Et puis j'aimerais la réaction de Christophe de Gégère. Savoir quoi? Oui, savoir quoi? S'ils sont en bonne santé, oui, ils veulent savoir. S'ils sont malades, non. Ils veulent savoir. Après, est-ce qu'ils sont prêts à s'investir dedans? C'est une autre question. Je pense qu'ils veulent tenter d'améliorer leur santé, mais que leur investissement n'est pas le même d'un patient à un autre et que le temps à consacrer à ça peut parfois poser problème, comme faire plus de sport, bouger plus. Oui, sauf qu'on a vu quand même l'intérêt d'avoir un test ou d'avoir une donnée ou d'avoir un score mesurable. Parce que c'est mesurable, parce que ça, c'est un facteur de motivation. C'est ce que vous voyez chez vos consultants? Oui, absolument. Je crois qu'à partir du moment où on donne simplement des recommandations telles qu'on les trouve partout, eh bien à ce moment, non adaptées du coup. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Les gens sortent de là en disant oui, j'ai lu ça partout, j'ai entendu ça partout. Et puis, ça prend du temps. Et puis, c'est fatigant. Et puis, on n'en mesure pas forcément l'avantage. D'où l'importance de passer du temps, d'expliquer, de trouver où sont les facteurs limitants, pourquoi quelqu'un ne va pas pouvoir faire ça, ou trouver le bon exercice pour la personne, être capable de la revoir, d'évaluer par exemple sur sa masse musculaire. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous dit « oui, je fais du sport », mais que vous avez en 6 mois une masse musculaire qui diminue, il y a un problème. Soit elle n'a pas fait ce qu'il fallait, soit vous n'avez pas donné les bons conseils, soit il y a des facteurs limitants. Donc vous voyez, il y a toute une discussion différente qui se bâtit en médecine vraiment de prévention, mais qui est passionnante et qui nécessite, encore une fois, une vraie motivation du consultant. Qui nécessite une formation aussi, et c'est pour répondre, est-ce qu'on est suffisamment formé? Clairement non, pas à cette médecine prédictive. La question est assez fondamentale, parce que ça rejoint ce que disait M. de Gégère, c'est la notion de capital humain. On sait en économie, cet investissement dont on parle depuis le début, ce qu'on appelle de l'investissement social, tout ça, ça a été théorisé, c'est la théorie du capital humain que l'on connaît. Et en fait, quand vous tracez une droite tout au long de la vie, sur toutes les actions qui peuvent être menées pour renforcer ce capital humain, vous avez juste une droite comme ça qui est descendante. C'est-à-dire que la rentabilité est d'autant plus forte que vous commencez tôt. C'est pendant la petite, tout se passe pendant la petite enfance. Tout ce qui est mené pendant la petite enfance comme action, qui va entraîner une motivation tout le long de la vie, parce qu'il y a une compréhension que ce capital humain, il est autodégradable, et il est d'autant plus dégradable que j'ai pas les bons comportements ou que je le gère mal, comme un capital financier quelque part. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que le concept des 1000 jours, justement, autour de la naissance et de la petite enfance. C'est fondamental. Et donc, à chaque étape du cycle de vie, vous avez des actions à mener, mais si vous le commencez trop tard, là, vous avez une déperdition et quelque chose qui est assez peu rentable. Sauf que c'est jamais, j'allais dire, c'est jamais foutu. C'est les patients qui nous disent « Ah ben c'est trop tard, ça fait 30 ans que je fume ». Non, il y a toujours un bénéfice. Non, jamais. Des choses très concrètes. Y a-t-il, au début de l'automne, le dosage de 25 OH vitamine D, le dosage vitamine D chez les personnes dites à risque, est-ce que c'est intéressant de le faire? Et même à celles qui sont vaccinées?
à votre avis? Alors moi, personnellement, je ne dose pas en systématique, je le donne en systématique de la vitamine D, en supplémentation. Oui, mais c'est dommage, parce que là aussi, il faut partir d'un diagnostic. Est-ce qu'il y en a très peu? Est-ce qu'il y en a moyennement? Il faut en donner, mais il faut ensuite réévaluer. On sait que ça doit monter en 2 mois, donc si on ne réévalue pas, on ne sait pas si la correction sera véritablement efficace. Ensuite, c'est vrai qu'on connaît mal les chiffres optimum. On connaît bien les chiffres de carence, mais on ne sait pas où est l'optimum. Donc tout ça, c'est des vraies questions, mais en tout cas, moi j'aimerais qu'on en soit toujours à une médecine très scientifique, c'est-à-dire qu'on part d'un diagnostic, d'un dosage, on donne quelque chose et on redose. Et on peut évaluer. On a vu que c'est intéressant en termes d'éducation thérapeutique. On voit aussi qu'en filigrane, on manque de recommandations et c'est là où les data et le scoring vont permettre de donner ces recommandations. Allez, faites-nous rêver, Laurent Cabéillère. Quels seront les nouveaux tests disponibles dans les années à venir? Dans les années à venir, c'est tout ce qui tourne autour de la génétique. On séquence tous les jours. La PCR, c'est devenu de la routine, mais bien avant le Covid. Et en fait, on a accès. Ce qui va nous manquer, c'est effectivement ces biopsies liquides, tout ça, ça va être vraiment la génétique, le séquençage, ça va être vraiment demain ce qui va parce que ce sont des tests qui sont sensibles et spécifiques. Bon, voilà. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, ce n'est pas un jeu à somme nulle. On arrive à la fin de notre émission. Vous étiez très nombreux à nous suivre. La dernière question, c'était les médecins ont-ils, d'après vous, du souci à se faire intelligence artificielle plus autodiagnostic? Probablement non. Après, probablement la formation à revoir. La formation continue aussi, mais on voit bien que le temps, la discussion et la relation médecin-malade, elle est fondamentale. Je voudrais remercier tous nos intervenants autour de cette table ronde, le public qui était extrêmement nombreux, l'association de patientes aussi avec Éléonore qui a pris du temps. Je voudrais remercier Roche Diagnostic France aussi qui a eu, j'allais dire, l'audace d'organiser cette table ronde sur un sujet qui n'est pas forcément son cœur de métier, mais on voit bien que c'est un sujet d'avenir. Et le replay va être bien sûr disponible sur la plateforme. Vous pourrez regarder cette émission. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.